Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 14 décembre 2024. Ce matin, il a neigé, donc c'est vraiment l'hiver, c'est officiel. On va faire le point sur ce qui s'est passé en Suisse et dans le monde, surtout dans le monde à notre connaissance, mais quand même pas mal en Suisse cette semaine parce qu'on a eu la BNS qui a été la plus forte du monde, qui a marqué des points dans l'esprit des gens, en tout cas en Suisse cette semaine. Donc on fait tout de suite le point de situation pour commencer ce Swiss Bliss. Alors tout d'abord, la première chose qu'il faut retenir, c'est les banques centrales. Les banques centrales qui ont beaucoup agité les marchés ces derniers temps, et c'est pas terminé puisque la semaine prochaine, on le sait, il y aura bien sûr la Fed qui va intervenir. Alors les banques centrales qui ont beaucoup parlé, alors on a commencé cette semaine par la BNS jeudi matin, puis la BCE. Je sais plus, je crois qu'il y en a une dizaine de banques centrales qui parlent dans les 10 prochains jours au total, sur ces 10 jours en tout cas. Alors, ce qu'on va retenir en gros, c'est que la BNS a surpris tout le monde en baissant les taux de 50 basis points. Ils veulent montrer leur claire volonté de lutter contre cette inflation molle. Donc, pour l'instant, ils veulent garder l'inflation un peu plus élevée. C'est vrai qu'en Suisse, on a toujours été privilégié par une inflation qui montait un peu moins forte que dans les autres pays qu'on regarde beaucoup, l'Europe entre autres et les États-Unis. Et puis donc, vraiment, le marché s'attendait à 85%, une baisse de 25 basis points. C'est sorti à 50 basis points, donc grosse surprise de la BNS. Le marché a réagi plutôt positivement parce que l'argent devient de moins en moins cher. Et puis, il faut surtout noter que le nouveau patron de la BNS, lui, a absolument aucun problème par rapport à la thématique des taux zéro. Donc, on peut s'attendre à avoir des taux négatifs à nouveau bientôt en Suisse si l'inflation ne repart pas comme la BNS le veut à la hausse. Donc voilà, gros événement de la semaine pour la Suisse, c'était donc la BNS qui a surpris tout le monde. Et puis la BCE n'a surpris personne puisqu'ils ont baissé de 25 basis points. Madame Lagarde a clairement annoncé que c'était compliqué en Europe, que la pression économique mondiale était très très lourde pour le continent, que l'Union avait de la peine à s'en sortir pour l'instant et que le devoir de la BCE était de continuer à les aider. Donc ils devraient continuer à les aider. Pour l'instant, comme je le disais dans le Morning Bull de l'autre jour, il y a une quasi-certitude qu'ils vont continuer à baisser les taux à chaque meeting jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc on devrait atteindre les 1,5% sur les taux directeurs en Europe d'ici Noël l'année prochaine. Ça, c'est ce qu'on pense. Mais on connaît notre opinion et notre réussite, notre taux de réussite lorsqu'on essaie de faire des prévisions à plus que 3 semaines. Donc affaire à suivre, mais en tous les cas, 2 points positifs pour les banques centrales européennes qui ont toutes deux baissé les taux, même si la Suisse n'est pas techniquement en Europe. Et puis troisième point important dont on a peu parler, à mon sens, quand on lit un peu les médias financiers en général, c'est le retour de l'inflation. Les chiffres qui sont sortis aux États-Unis la semaine dernière montrent clairement que le CPI ne baisse plus, le PPI ne baisse plus, était même sorti nettement en dessus des attentes. Alors on nous dit que c'est transitoire, donc ça on espère que c'est vrai, hein, pour cette fois en tout cas, parce que la dernière fois qu'ils nous ont dit que c'était transitoire, ça n'a pas très bien marché. Donc normalement pour l'instant c'est transitoire, mais néanmoins cette inflation semble ne plus vouloir aller sur cette cible target de 2% que la Fed nous vend depuis 4 ans. Donc a priori, ça ne change rien sur ce que va faire la Fed mercredi prochain. Mais quand même, on se pose beaucoup de questions sur Enfin, je me pose beaucoup de questions parce que, comme je vous le dis, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tant que ça. On se pose pas mal de questions sur... Est-ce que vraiment l'inflation est en train de repartir à la hausse? Alors on se souvient toujours que dans les années 70-80, on avait eu ce combat contre l'inflation qui avait permis à un moment donné de revenir à une inflation normale. Puis tout d'un coup, on a eu un redécollage qui avait fait monter à l'inflation au plus haut et qui avait poussé la Fed à intervenir massivement avec des taux extrêmement élevés de mémoire autour des 14 ou 15%. On n'en est pas là et on espère que ce n'est pas ce qui est en train de se produire, mais en tous les cas, pour l'instant, l'inflation depuis juillet 2024 n'a plus baissé aux États-Unis. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même retenir, même si, comme je vous le dis, pour l'instant, on n'a pas tellement envie d'en parler. Évidemment, on parle de la Fed, on a beaucoup parlé de la Fed cette semaine. Alors comme je viens de vous le dire, a priori, la Fed va baisser les taux de 25 basis points mercredi. Ce qui sera très intéressant à observer surtout, c'est ce que M. Powell a à nous dire. Et est-ce qu'il va continuer à dire oui, on va continuer avec notre politique d'assouplissement monétaire parce qu'on a besoin de soutenir l'économie. L'économie en parallèle, on n'arrête pas de nous dire qu'elle va super bien et qu'on est au top de notre forme. Donc ça paraîtrait un tout petit peu bizarre de dire on va continuer à baisser les taux parce qu'il faut soutenir une économie qui va très bien, mais pourquoi vous la soutenez alors si elle va très bien? Parce qu'elle va pas si bien que ça en fait. Et en même temps, de l'autre côté, on a une inflation qui redémarre. Et il faudrait en théorie arrêter de baisser les taux, voire peut-être même à terme les remonter pour essayer de freiner cette inflation pour pas qu'elle reparte de nouveau. Donc on arrive dans une zone qui est un tout petit peu délicate, même si de nouveau,
on n'en parle pas ou on ne veut pas trop en parler dans les médias, qui nous amène dans une situation qui pourrait se rapprocher de ce qu'on appelle la stagflation. Bon, on n'a pas envie de parler de ça pour l'instant, mais sait-on jamais, à garder ça en tête. Donc pour l'instant, on est toujours hyper optimiste, tout va bien, la Fed va baisser les taux, mais attention au discours de M. Powell mercredi soir la semaine prochaine. On citera au passage les bons résultats dans le domaine des semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle. On a eu deux très belles performances cette semaine, Broadcom et Marvell qui ont cartonné et qui ont permis finalement de relativement bien soutenir le secteur technologique qui s'en sort relativement bien à nouveau cette semaine. On notera quand même à noter qu'aujourd'hui on sait que tous les Magnificent Seven représentent quasiment plus de 40% du S&P 500, donc il y a une ultra concentration qui est un tout petit peu inquiétante. On notera que Tesla a explosé depuis les élections puisqu'elle est au plus haut de tous les temps dorénavant. De nouveau, on en a parlé également hier, donc à surveiller quand même parce que ça devient très très cher. Et puis il y a eu une conférence hier de Goldman Sachs qui expliquait qu'aujourd'hui les volumes trading, quand tous les gens qui font des opérations à court terme, 70% de ces volumes trading chez eux passent directement et uniquement dans les Magnificent Seven et pas dans le reste. Et ça encore, c'est une autre indication d'ultra concentration qui fait un tout petit peu peur. On notera également au passage que les demandes d'investissement en marge sont en train de monter encore une fois de manière assez conséquente. Et puis, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, aujourd'hui, les ETF à levier à la hausse représentent 14 $ d'investissement, quand les ETF à levier à la baisse représentent 1 $. Un écart pareil n'a plus été vu depuis fin 2021, depuis décembre 2021, on était à 13 pour 1. Et là, je vous laisse regarder le chart du S&P 500 pour ce qui s'est passé entre janvier et l'été 2022. Politique française, petit détour rapide sur la politique française, puisque M. Macron a nommé la pire des trucs qu'il pouvait nommer, puisque François Bayrou est donc Premier ministre français. Alors tout le monde est en train de lui lécher les pompes depuis 2 jours sur X. C'est formidable, c'est la solution absolue pour la France, c'est un type formidable. Le gars, il a rien foutu, il a tout perdu pendant toute sa vie. Mais bon, aujourd'hui, c'est un génie qui va sauver la France. À suivre, on verra combien de temps il reste au pouvoir. Mais en tout cas, pour l'instant, le marché français n'a l'air de plus rien en avoir à taper de qui est au pouvoir ou pas, puisqu'il a compris depuis bien longtemps que de toute façon, à droite, à gauche, au milieu, au centre, dans les bords, de toute façon, c'est tous des clowns. Et il n'y a personne qui va essayer d'améliorer la condition du pays, sans passer surtout par leur porte-monnaie à eux. C'est un peu le sentiment qui revient aujourd'hui. Et puis, on notera quand même que, Moody's est intervenu vendredi en fin de journée et ils ont downgradé la note de la France. Alors, personne n'y attendait, personne n'était prévu pour ça. On avait parlé de S&P qui pourrait downgrader, mais qui avait rassuré il y a quelques jours en arrière. Et là, c'est Moody's. Donc Moody's a abaissé la note de crédit à long terme de la France en la faisant passer de AA2 à AA3, estimant que les finances publiques françaises devraient majoritairement s'affaiblir considérablement dans les prochaines années. Alors si vous voulez, vous allez sur X aujourd'hui et vous tapez le nom de n'importe quel politicien français et vous verrez les cris d'orfraie et qui hurlent au viol parce que c'est un scandale, ils ont tout fait pour que ça aille beaucoup mieux. Et puis bref, à la fin, ils ont quand même downgradé la dette, donc à surveiller, même si pour l'instant, ça ne devrait pas changer grand-chose à très court terme. Petit détour par la Chine. La Chine, pas de nouvelles spécifiques après la grosse conférence de 2 jours qui a eu lieu en Chine. Ils ont simplement répété les mesures de stimulus qu'ils voulaient mettre en place. Le marché s'attendait à plus, il voulait encore plus, et donc du coup il y a eu un petit accès de faiblesse en fin de semaine. Donc pour l'instant, ce qu'on peut résumer sur la Chine, c'est que tant qu'on n'a pas des vrais chiffres économiques qui montrent que la Chine repart, eh bien on va continuer à se concentrer uniquement sur les éventuels stimulus qui arrivent tant qu'on n'a pas de preuves. Et pour l'instant, comme on n'en a pas, eh bien pour l'instant on vend. Je vous parlais aussi vendredi des changements du Nasdaq 100. Alors le Nasdaq a annoncé ça vendredi, grosso modo ça prendra forme le 23 décembre 2024. Alors du coup ils ajoutent à l'indice Palantir, ils ajoutent également MicroStrategy et la dernière qu'ils ont rentrée c'est Axon. Alors je vous explique pas ce qu'ils font, vous savez tous très bien où on en est, mais en tout cas c'est très positif pour MicroStrategy, même si aujourd'hui le prix du Bitcoin à l'intérieur reste quand même vachement cher. Et puis la dernière qu'on connaît moins, eh bien Axon, qui est un fabricant de pistolets Taser entre autres pour les forces de l'ordre, eh bien la valorisation a explosé ces derniers temps et du coup eh bien voilà, c'est le troisième qui rentre dans le Nasdaq et puis ils vont remplacer direct derrière Supermicro Computer, SMCI, on connaît l'histoire également, qui se font dégager du Nasdaq 100 mais qui restent pour l'instant dans le Nasdaq, en tout cas cotés sur le Nasdaq. Et puis on a Moderna, vu que la demande des vaccins Covid est en chute libre pour l'instant, ça fait baisser sa capitalisation boursière, donc ils l'ont sorti. Et puis Illumina, qui reste un gros acteur majeur dans le séquençage génétique
eh bien, vu la performance récente, eh bien, du coup, là aussi, ils les ont sortis de l'indice. Voilà ce qu'il fallait retenir sur les entrées et les sorties d'indices. Maintenant, je vais vous montrer un tout petit chart assez sympa qu'on va pouvoir garder en tête ces prochains temps. Là, vous voyez le graphique qui s'affiche devant vos yeux. C'est les dirigeants d'entreprises qui vendent leurs actions à des niveaux records. Le ratio vendeur-acheteur atteint 6 aujourd'hui. En gros, ceux qui sont mieux informés sont en train de réduire leur position, les insiders, comme on les appelle, donc ils en savent plus que vous, mais eux, ils vendent. Autre petit chart sympa, le nombre de grandes faillites aux États-Unis s'élève désormais à 634 depuis le début de l'année. L'année n'est pas terminée tout à fait, soit pour l'instant, c'est le chiffre le plus élevé depuis 14 ans. Et depuis le début de l'année, il y a eu 32 faillites de plus que pendant la période Covid. Et pour le seul mois de novembre, 69 grandes entreprises ont déposé le bilan, soit le deuxième total mensuel le plus élevé depuis juillet 2020. Et c'est dans le secteur de la consommation discrétionnaire que le nombre de bilans était le plus élevé en 2024 avec 99. Ensuite, 79 entreprises industrielles et 62 entreprises du secteur de la santé. Et puis en gros, 44% de toutes les faillites ont été enregistrées dans les secteurs de la consommation discrétionnaire, de la consommation de base, de l'industrie ou de la santé. Donc comme vous l'aurez compris, on consomme un peu moins quand même. Et puis le niveau de faillite correspond aujourd'hui à des niveaux de récession, tout simplement. Chaque fois qu'on a eu de telles faillites, on est en récession. Pourtant, on ne l'est pas. Enfin, pas encore. Et puis, troisième et dernier chart sympa. Après, je vous promets, j'arrête. On estime aujourd'hui que les paiements nets d'intérêt sur la dette américaine atteindront 25% dans la prochaine décennie. 25% des recettes fiscales totales du gouvernement au cours des 10 prochaines années. En gros, ça veut dire que 25% des impôts des Américains vont servir à payer les intérêts de la dette. On ne parle même pas de rembourser la dette. Et ça représente grosso modo le double du pourcentage enregistré en 2022. Et ce pourcentage dépasserait également le record de 20% enregistré dans les années 90 et serait nettement supérieur au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Et là, si vous voulez vraiment savoir le pire au milieu de tout ça, c'est que c'est des projections bien sûr, mais les projections actuelles tablent sur des taux d'intérêt plus bas et sur l'absence de récession au cours des 10 prochaines années. La question qu'on peut donc se poser est la suivante. Mais que va-t-il se passer en cas de récession? Voilà, vous avez raison, j'arrête avec mes charts tout pourris. Allez, on parle de performance. Alors, si on parle de la performance de la semaine, vous voyez que c'est le pétrole qui rebondit parce que ils veulent remettre des sanctions sur les Russes, que finalement l'OPEP, ils sont pas prêts à augmenter la production immédiatement. Bref, rebond sur le baril, plus 6% sur la semaine. Le SOX qui s'en sort bien parce que, je vous l'ai dit, il y a eu des bons résultats, entre autres avec Broadcom et Marvell. Et puis pour le reste, on a le Nasdaq qui prend 0,34% sur la semaine. Le DAX qui arrive toujours à grappiller quelque chose, plus 0,10%. Et puis pour le reste, eh bien, le Dow Jones qui est 6 ou 7 séances de baisse, qui perd 1,82%. On sent qu'on est un peu stressé avant la Fed. Le SMI qui perd 0,84%. Le S&P 500 qui est quand même en baisse de 0,64% sur la semaine. La Chine, comme je vous le disais, moins 0,36%. Et la France qui ne baisse que 0,23 vu l'ambiance politique en France. C'est encore relativement pas mal pour l'instant. Et puis l'or qui prend 0,6% sur toute la semaine, avec notre ami de Bitcoin qui reste en hausse de 1,7% sur la semaine et qui se bat avec son niveau psychologique des 100 000 $. Pour ce qui est de la performance des titres suisses, on notera Richemont qui a suivi la thématique du luxe, puisque retour de la Chine, pas retour de la Chine, on sent quand même que ça commence à bouger là-bas, donc plutôt une bonne semaine pour Richemont. On a Novartis qui perd encore 2,3% sans de grandes news spécifiques, Swiss Re qui bénéficie de bonnes annonces, qui prend 1,7% sur la semaine, Roche qui a fait des annonces positives mais qui baisse quand même, Lonza qui est en hausse de 2% sur la semaine, mais qui a fait des annonces assez positives par rapport à sa nouvelle structure. Partners Group qui perd 3%, Sika qui perd 2,3%. Et puis Givaudan qui prend 1,85%, mais sans grande nouvelle. Il faut vraiment se dire que sur la Suisse, cette semaine, on va le voir avec les vedettes de la semaine tout à l'heure, on était surtout concentré sur la BNS qui nous a quand même fait le coup du siècle avec une nouvelle baisse de 0,5% sur les taux d'intérêt en Suisse. On enchaîne directement avec le point technique et on commence tout de suite avec notre bon vieux SMI. Alors, le bon vieux SMI qui, pour l'instant, on va dire, il est en train de pagayer pour essayer de remonter en dessus de la moyenne mobile des 200 jours, mais c'est pas facile. On voit qu'à chaque fois on a buté, la semaine était pourrie, pas terrible, malgré la baisse des taux. Vous pouvez identifier la baisse des taux qui et ces 2 jours de rebond ici, là au milieu, mais pour le reste, c'est pas terrible. Les indicateurs pointent encore vers le bas.
tous les indicateurs court terme sont dans le rouge. Ça va être compliqué de casser la moyenne mobile des 200 jours dans cet environnement un peu mou, surtout à 2 semaines de la fin de l'année. Puis vous voyez que notre moyenne mobile 50-200 jours est en train de se rapprocher d'une dead cross. Le S&P 500 qui est au plus haut de tous les temps, mais qui semble pour l'instant marquer le pas. On voit qu'on a de la peine à aller beaucoup plus haut pour l'instant. On sent que c'est très mou. Tout le monde attend la Fed et personne n'a vraiment envie de faire grand-chose pour l'instant. Là aussi, vous voyez que les indicateurs sont en train de pointer vers le bas. Que là, pour l'instant, depuis 5-6 jours, on n'arrive plus à faire de new high sur le S&P 500. Que pour l'instant, nos targets techniques sont toujours bien en place, mais qu'on ne peut pas exclure à très court terme, en fonction des commentaires de M. Powell, peut-être un retour en direction de la moyenne mobile des 50 jours ou tout simplement juste des 6000 points sur le S&P. Le Nasdaq, lui, a battu les records historiques encore et encore. Merci à la tech, merci à Broadcom, etc., etc. On en a déjà parlé. Gros soutien, comme je vous le disais, de la part des Magnificent Seven qui ont quand même vécu une relativement belle semaine. Donc dans cet environnement, ça se passe plutôt pas trop mal avec un Nasdaq donc, qui termine la semaine à 21 780, mais au plus haut de tous les temps. Il est difficile de faire des commentaires négatifs sur le graphique, même si on a eu une petite séance en fin de semaine qui laissait supposer une certaine indécision de la part des investisseurs avec cette espèce de croix sur le dernier candlestick. C'est clair qu'à l'aube aussi de la fête qui commencera mardi, il n'y a personne qui a envie de faire les grandes manœuvres juste avant le week-end. Et là aussi, à quelques jours de Noël. Le SOX qui performe bien, qui a cassé, qui a pris appui en début de semaine sur la moyenne mobile des 200 jours et qui termine au-dessus de la moyenne des 50. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il va falloir qu'on vienne casser maintenant cette tendance baissière. Si on y arrive, ça peut être des bons signes pour le début de l'année prochaine. Mais pour l'instant, ça sera un point qu'il faudra faire. Vous voyez quand même que récemment, on a buté à chaque fois sur cette tendance baissière. Là, on a un test qui nous attend. Il n'y a pas de grands chiffres au niveau de la tech qui sont attendus. Mais peut-être là aussi, en fonction des discours de nos banquiers centraux, peut-être qu'on va trouver la force d'aller chercher plus haut et d'aller encore battre de nouveaux, enfin rechercher en tout cas les plus hauts historiques pour le SOX. Il y a quand même un bout de chemin à faire, hein, mais on ne sait jamais. On sait jamais. On connaît quand même le secteur qui est assez capable d'à peu près tout et n'importe quoi. Les Allemands qui sont au plus haut de tous les temps, toujours, il n'y a rien à faire, hein, ça ne veut pas baisser. Je ne sais pas quand ça va commencer à baisser, mais quand ça va commencer à baisser, ça risque d'être spectaculaire. On a eu 2-3 bonnes nouvelles en Allemagne, en gros des très bons chiffres chez Münchner Re, Sartorius qui a la meilleure performance de la semaine, Volkswagen et BMW qui rebondissaient quand même un petit peu, donc ça a un peu aidé à tenir l'indice à la hausse. Ce n'est pas forcément les titres qui ont tiré le DAX au plus haut de tous les temps qui tirent encore, mais c'est ceux qui sont des losers qui permettent encore de le tenir à cette altitude. Attention néanmoins, on voit sur les 20 400 que ça commence à se compliquer. Est-ce que quelque chose est en train de se préparer? J'en sais rien, bien sûr. Les indicateurs sont quand même dans des zones de survente, de surachat sur le DAX. À surveiller, à un moment donné, il va y avoir une correction et il ne faudra pas la rater celle-là parce que ça risque d'aller très vite. En direction de la moyenne mobile des 50 jours sur le DAX. Pour l'instant, j'avoue que je ne vois pas trop bien les catalystes. La semaine prochaine, il y a des chiffres importants pour le DAX, dont le ZEW et l'IFO. On sait que de toute façon, les nouvelles seront mauvaises. Mais comme aujourd'hui, on a cette capacité à s'en foutre complètement des mauvaises nouvelles, je ne sais pas ce qui va se passer. Le CAC 40 qui termine, alors vous voyez c'est assez impressionnant, hein, ce range qui est dessiné depuis longtemps sur le CAC ici qui passe par les 7400, ça tient quand même vachement bien, vous voyez qu'on a cassé, on était chercher les 200, bam on est revenu dessous et puis finalement on consolide pour terminer en dessous de cette résistance des 7400. Dans la zone des 7400, on est de nouveau dans une situation un peu délicate. Je vous ai dit downgrade de la dette française qui a été annoncé, donc on voit vraiment que ce support résistance qu'on a ici fait office de juge de paix. Une clôture définitive en dessus permettra d'envisager la cassure de la moyenne 200 et d'aller chercher les 7700. Avec M. François Bayrou qui est le meilleur du monde, on le sait bien, tout devrait être possible. Mais voilà, downgrade vendredi, on ne sait pas s'il y aura un repli. Une grande partie du mouvement haussier a été fait principalement par le luxe, qui va un peu mieux depuis qu'on a l'impression que la Chine n'est pas complètement en train de mourir. Le pétrole. On a notre range, toujours, hein, donc le bas du range autour des 66, le haut du range autour des 72,5, on va dire comme ça. Voilà, là on arrive dans une zone où il faudra commencer à vendre le pétrole pour essayer de rechercher de nouveau les bas.
toutes les tendances et tout ce qui est en train de se passer sur le baril avec l'arrivée de Trump, entre autres, laisserait pointer sur un pétrole plus bas, vu qu'on sait que Trump va forer drill, baby drill, il va forer comme un malade mental, c'est ce qu'il a annoncé. Donc pour l'instant, les Américains n'arrêtent pas de forer pour faire baisser le pétrole, pour garder le pétrole en bas, afin de maintenir une certaine inflation relativement basse. L'OPEP qui hésite parce qu'ils aiment quand même bien avoir un peu plus d'argent à la fin du mois. Et puis les sanctions sur la Russie que l'administration Biden voudrait mettre en place. Alors, les mecs de l'administration Biden, ils n'ont rien branlé depuis plusieurs mois, mais là, il leur reste 3 semaines de gestion du pays et ils sont en train de tout faire dans tous les sens. À suivre attentivement. En tout cas, il y a une résistance qui se pointe sur le baril à 72,5. L'or qui va dans tous les sens, on a eu une milieu de semaine, on était de nouveau au-dessus des 2725. Vous voyez qu'on a cette espèce de double top qui se dessine sur le métal jaune ici et là. Pour l'instant, on l'a confirmé, on est revenu. Logiquement, on devrait revenir rechercher les 2600 avant toute chose, avant d'essayer de jouer un quelconque rebond. Enfin, pour l'instant, l'or est un peu mis de côté, c'est pas ce qu'on garde le plus, mais sur faiblesse, j'ai l'impression qu'il y aura quand même des opportunités autour des 2650 pour essayer de jouer les 3000 qu'on devrait inévitablement atteindre un jour ou l'autre cette année 2025. Et puis le Bitcoin, bah voilà, écoutez, à l'heure où je vous parle, on est à 101 600, donc on voit qu'on a eu de la peine à s'établir au-dessus des 100 000, mais ça a l'air de bien se positionner. Et quand j'ai tourné le Outlook la semaine dernière, avec Vincent et Carlos, j'étais fasciné par cette quasi-certitude de savoir que de toute façon c'est juste le début et que l'année 2025 sera nettement positive. Enfin en tout cas, si on fait que de l'analyse technique pour l'instant, il y a clairement une tendance haussière qui se dessine sur le Bitcoin. Tant qu'on reste dans ce canal qui veut rien dire par rapport au reste de l'indice et au reste du passé du Bitcoin, eh ben, on a encore de beaux jours devant nous sur le Bitcoin et on voit que l'intérêt sur les crypto-monnaies est redevenu une des priorités du marché de toute manière et ça, vous le savez mieux que moi, bien sûr. On attaque les vedettes de la semaine. Alors, on commence par Swiss Steel. Alors, le Conseil national a volé au secours de l'industrie de l'acier puisqu'ils ont décidé mardi de diminuer la facture d'électricité de ce secteur qui est très gourmand en énergie. Alors, le titre de Swiss Steel a réagi comme une crypto-monnaie. Il a littéralement explosé, passé de quasiment 0 à 8 francs. La boîte est toujours dans une situation de risque de faillite très élevé, mais quand on voit le comportement du titre, on se dit « Ah bah toute aide est bienvenue ». Alors je vais vous montrer le graphe, mais ça ne veut pas dire grand-chose de toute manière. Mais en tous les cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gouvernement a décidé qu'il fallait leur donner un coup de main pour essayer de pouvoir leur permettre éventuellement de s'en sortir. Est-ce que ça va fonctionner? Pas sûr, mais en tout cas, ils vont payer moins cher leur électricité. Et puis au niveau du trading, ceux qui ont su jouer la thématique avec un timing parfait ont dû beaucoup s'amuser la semaine dernière. Alors je vous le dis, hein, le graphique ne veut rien dire. Là, on voit un graphique sur quelques semaines, sur quelques mois, on va dire. Donc encore, on peut voir une forme de représentation. Mais vous voyez, en début de semaine, le titre se traite à 1 balle, 1 balle 20. L'annonce arrive, il est monté jusqu'à 8 balles et retour en fin de semaine à 5 francs. On a un peu d'espoir, mais quand vous regardez le graphique sur le long terme, vous voyez que l'espoir il ne représente pas grand-chose sur le mouvement, puisqu'on le voit à peine sur un graphique sur 4-5 ans. Dans le domaine de la pharma, Santhera a pris 9,9% en milieu de semaine. Le laboratoire Rénan a annoncé l'homologation en Chine d'un truc qui s'appelle l'Agamree. C'est un médicament contre la myopathie de Duchenne pour les patients à partir de 4 ans. La nouvelle a fait bondir le titre. Vous voyez le graphique. Effectivement, bondir, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là aussi, on parle de mouvements entre 7,89 et 10 au plus haut. Donc la nouvelle a fait quand même accélérer le titre de manière assez spectaculaire. On revient sur les 9,98 au plus haut. À surveiller, c'est juste un effet d'annonce. Il faudra voir ce que ça va avoir comme effet sur le long terme en termes des revenus. Graphiquement, je ne vais pas vous tirer des traits, ça ne veut juste rien dire du tout. Mais en tous les cas, gros mouvement spectaculaire chez Santhera la semaine dernière. Un titre dont on parle beaucoup ces derniers temps, Fine-Tool a vécu une bonne semaine. Le spécialiste bernois du formage et du découpage a décroché avec un partenaire Citec, son partenaire Citec, une commande pour des plaques bipolaires de la part d'un producteur chinois de piles à combustible destinées à la mobilité électrique utilitaire. Alors je vais être très franc avec vous, je n'ai pas compris un mot de ce que je viens de vous dire, mais en tout cas visiblement c'était interprété comme une bonne nouvelle et Fine-Tool a vécu une relativement
bonne semaine, malgré le fait qu'on est quand même bien au fond du bac. Récemment, il n'y a eu pas que des bonnes nouvelles sur FineTool, mais on a assisté à un petit rebond. Pourvu que ça dure, on espère que c'est le début de quelque chose, mais franchement, quand on regarde simplement le graphique, on peut quand même se poser 2-3 questions. Vous voyez le graphique, donc on est toujours dans une tendance baissière assez spectaculaire. Par contre, effectivement, la nouvelle de la semaine dernière nous a permis de rebondir un petit peu. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on appelle en analyse technique un dead cat bounce, le rebond du chat mort. Puisque pour l'instant, tant qu'on n'a pas vraiment cassé une tendance, ne serait-ce que la moyenne mobile des 50 jours, il n'y a franchement pas de quoi s'exciter sur FineTool. Chez Temenos, eh bien, l'éditeur de logiciels bancaires a profité d'un upgrade qui est passé de Hold a Buy chez Jefferies. Donc ça a littéralement fait pousser le titre à la hausse. Et c'est un peu la seule chose qui a fait monter Temenos cette semaine. Mais il fallait quand même le signaler parce qu'il n'y a franchement pas grand-chose à raconter cette semaine. On signalera d'ailleurs qu'il y a beaucoup de titres qui ont pas mal réagi cette semaine parce qu'il y a eu beaucoup d'upgrades et downgrades un peu dans tous les sens. La liste serait bien trop longue pour la citer ici, mais vous voyez sur le graphique de Temenos qui essaye toujours de se refaire une virginité après les mauvaises histoires des shorts à l'époque. Vous voyez que pour l'instant, on consolide sur la zone des 56 francs. On fait des exagérations en direction des 66. On recorrige derrière. Donc pour l'instant, ce qui sera intéressant de voir, c'est est-ce qu'on va réussir à casser ces récents tops qu'on a fait au mois de juillet sur Temenos, qui pourrait éventuellement nous dire qu'il y a un retour d'intérêt sur le titre. On voit que quand même, il y a les moyennes mobiles qui ont l'air de repartir dans la bonne direction. Moi, j'ai toujours de la peine avec ce genre d'histoire parce qu'on sait que quand vous avez été, on vous a tiré dessus une fois, mais c'est difficile de faire oublier toutes les reproches qu'on vous a faites, même si ça a été démenti. Il faut quand même admettre qu'on n'a pas vraiment des tonnes de preuves, ni d'un côté ni de l'autre. Donc les doutes restent quand même extrêmement présents pour faire un choix et redonner confiance à Temenos. On parle de Swissquote. Alors d'habitude, j'en parle pas parce que forcément. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la semaine dernière, Swissquote a perdu 4,3% après un downgrade d'UBS qui est passé de buy à neutre. La banque zurichoise estime que les futurs gains de part de marché vont continuer pour Swissquote, mais ils voient que des possibilités limitées par rapport aux hausses de cours. Moi, je pense qu'ils sont juste tout simplement jaloux. Alors, vous voyez le graphique de Swissquote. Alors, comme je vous le dis, d'habitude, j'en parle pas beaucoup, mais il faut quand même signaler que la performance et la tendance est juste absolument fantastique. Hein. Clairement, le downgrade d'UBS nous ramène simplement dans une opportunité d'achat. Le développement et la suite du développement au niveau des cryptos devraient continuer à leur porter bien du bonheur sur Swissquote, que des choses positives. C'est clair que là, on est arrivé un petit peu en haut du range, mais ça reste dans un range haussier pour l'instant. Il n'y a pas trop de questions à se poser sur le graphique de Swissquote, si ce n'est de revenir se positionner pour en racheter dans la zone, allez, on va dire des 330 francs suisses. Mais voilà, donc downgrade de l'UBS qui justifie cette mauvaise semaine sur le courtier de Gland, qui est aussi mon courtier. On parle aussi de Leonteq qui a souffert de l'annonce de la FINMA. Le gendarme financier helvétique donc, a clos jeudi dernier la procédure contre Leonteq qui vend des produits structurés. Il leur reproche d'avoir gravement manqué à leurs obligations en matière de gestion des risques et à l'exigence de la garantie d'une activité irréprochable. Bref, mauvaise nouvelle et le titre s'est fait déglinguer. Le graphique se passe de commentaires. Alors, ça fait déjà un moment que c'est compliqué pour eux. L'histoire avait commencé plus ou moins ici. Vous voyez que là, pour l'instant, on est au plus bas, un 19,96. C'est marrant parce que je me souviens quand même que depuis que je fais ces vidéos, le Morning Bull, eh bien, je me souviens, je crois que c'était effectivement la fin d'année 2021 ou 2022, je ne sais plus, 2021. Ils avaient atteint un plus haut historique et c'était une des meilleures performances de l'année en Suisse. Comme quoi, le vent tourne parfois. Et Swiss Re a explosé cette semaine. Ils ont dévoilé des objectifs financiers pour 2025 avec des targets à plus de 4,4 milliards de revenus. Ils ont également revu à la hausse leurs objectifs de leurs unités commerciales. Ils ont présenté des plans visant à augmenter leurs dividendes par action d'au moins 7% par année au cours des 3 prochaines années. Et à noter en plus au passage que Munich Re a également annoncé qu'il visait des bénéfices nets de 6 milliards d'euros à horizon 2025. Bref, en gros, ça va super bien pour les compagnies de réassurance qui continuent de cartonner, d'où la performance, encore une fois, excellente. Et chez Swiss Re, vous voyez, la hausse est verticale. Là aussi, pas grand-chose à dire au niveau du graphique. Que des bonnes nouvelles. Ça fait déjà 2 semaines. Il y a 2 semaines en arrière, ils avaient déjà fait ce genre d'annonce positive. Et là, c'est encore plus positif. Bref, c'est l'envolée finale chez Swiss Re, ça n'arrête plus de monter. On dirait presque le graphique du Bitcoin à l'heure actuelle.
Du côté de chez Roche, l'Agence européenne des médicaments a approuvé leur nouvelle seringue pré-remplie de 6 mg de Vabysmo pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge néovasculaire, de l'œdème maculaire, donc là ça veut aussi de l'œdème maculaire diabétique et de l'occlusion veineuse rétinienne, donc là ça fait encore plein de mots que je ne comprends pas, mais en tout cas la nouvelle avait l'air plutôt pas mal. C'est un produit prêt à l'emploi qui est une seringue pré-remplie. Et donc, ils auront à l'intérieur un anticorps spécifique pour le traitement des maladies de la rétine. Malgré tout, Roche a une performance de merde sur la semaine. Vous le voyez sur le graphique, pour l'instant, c'est pas l'euphorie. On n'arrive pas à retrouver la niaque qu'on a eue pendant quelques temps sur Roche. J'ai l'impression que pour l'instant, on a fait un plus haut ici, un autre plus haut, moins haut ici. Donc, on est dans une tendance baissière sur Roche. Vous le voyez. Donc pour l'instant, ce n'est pas forcément l'euphorie qui nous guette sur le bon Roche ces prochains temps, puisque même quand ils annoncent des choses positives, le titre n'arrive pas à terminer la semaine en hausse. Chez Lonza, alors Lonza a dévoilé une nouvelle stratégie commerciale cette semaine, s'appelle One Lonza, qui est axée sur son activité CDMO, qui sera restructurée en 3 plateformes, produits biologiques intégrés, synthèse avancée et modalités spécialisées. Alors en résumé, il faut juste savoir ce que veut dire CDMO. Grosso modo, CDMO, ça veut dire Contract Development. D'abord, Lonza, ils aident d'autres entreprises, souvent des pharma et des biotech, à développer leurs médicaments, notamment en proposant des solutions de Research and Development ou de formulation ou encore des tests. Et puis l'autre partie, c'est le MO, Manufacturing Organization. Lonza fabrique ses médicaments ou produits biologiques pour le compte de ses clients, en suivant des normes strictes et en utilisant ses usines spécialisées. Autrement dit, Lonza agit comme un partenaire clé pour les entreprises qui veulent créer et produire des médicaments sans avoir à construire leurs propres infrastructures ou tout développer en interne. C'est un secteur stratégique dans l'industrie de la santé, bien sûr, mais surtout avec la montée des thérapies innovantes comme les vaccins ARN ou les médicaments biologiques. Donc l'entreprise prévoit aussi de retirer sa division capsules et ingrédients de santé, et en vendant cela, les actionnaires vont bien évidemment en bénéficier fortement. Donc très bonne semaine pour Lonza, en tout cas en début de semaine, et puis sur la fin on a juste repris les profits, mais enfin les choses ont été relativement bien prises. Je pense que la semaine qui va nous arriver maintenant va nous permettre aussi de voir ce que les analystes ont pensé de ces annonces, pour savoir si ils corroborent l'annonce et puis qu'ils nous relancent Lonza au plus haut, ou est-ce qu'ils nous renvoient sur la moyenne mobile des 200 jours en nous disant oui mais de toute façon il n'y a rien de neuf et ça ne va pas changer non plus grand chose à la vie de Lonza. Et au moins, on voit qu'on est dans une grande phase d'hésitation pour l'instant chez Lonza et que pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à sortir à la hausse au-dessus, on va dire, des 600, pour l'instant, on va probablement rester dans un range latéral pendant un bon moment. Même si les annonces de cette semaine avaient l'air plutôt intéressantes sur le papier. Pour ce qui nous attend la semaine prochaine, avalanche de PMI, vente de détail aux États-Unis, la Fed mardi et mercredi avec discours et annonces mercredi soir. Il y aura également l'IFO et le Z2W en Allemagne, puis la confiance du consommateur version université du Michigan aux États-Unis. Mais pour être franc, ça risque de devenir très très calme. Vous le savez tous parce que quand vous rentrez dans le salon chez vous, il y a un sapin de Noël, donc ça veut dire qu'il y a un truc qui se prépare dans les jours à venir. Les gens sont en train de ralentir gentiment. À partir du week-end prochain, ça va commencer à se fermer complètement. Je vous ferai, je pense, encore un Swiss Bliss le week-end prochain, juste pour vous dire Joyeux Noël, parce qu'il y a de moins en moins d'informations qui commencent à arriver sur le marché, même si aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses à dire. Et la semaine prochaine, eh bien, on va se concentrer sur la Fed. Et puis, il y aura certainement des choses dont on pourra aborder le sujet dans les jours qui viennent, parce qu'on a toujours des bonnes surprises sur ces fabuleux marchés qui ne nous fatiguent jamais de nous apporter des choses extrêmement intéressantes. Voilà, moi je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines annonces des prochaines vidéos, parce que même pendant les fêtes, il y en aura. Alors oui, le 25, il n'y en aura pas, mais il y aura des vidéos de toute façon. Je tournerai pendant les fêtes, je suis là, je ne bouge pas et je vais continuer à vous parler marché financier jusqu'au 31 décembre. Voilà, passez une excellente journée, un très bon dimanche demain et puis on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Soyez forts et à lundi. Bye bye.